hope that you have enjoyed your flight. Bonjour, konnichiwa. Hola, yo me llamo Lucero y estudio francés en el CELA. ぜひブザンソンに来てください。 Le CELA, pour moi, c'est un endroit où on peut apprendre et faire beaucoup d'amis. J'ai amélioré ma langue française mieux qu'avant. C'est aussi la francophonie et il y a aussi beaucoup de nationalités. C'est un espace bienveillant. C'est la deuxième maison. Le CLA, une aventure byzantine. Un podcast coproduit par Radio Campus Besançon et le CLA, le Centre de linguistique appliquée de l'Université Marie et Louis Pasteur. Avec les voix d'Evelyne Bérard, directrice du CLA entre 1987 et 1993, puis de 2008 à 2013, et de Carlos Tabernero à la direction de 2022 à 2025. Épisode 3, un temps d'avance. Messieurs et mesdames de s'installer. Nous, ces futurs enseignants qui vont assurer la réussite et l'avenir des enfants dans les écoles. C'est vraiment quelque chose qui est lié uniquement à la situation scolaire. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un son qui est tiré d'une mission. Une mission que le CLA a fait il y a pas très longtemps en Tunisie. Parce qu'il faut savoir que tu évoquais la projection du CLA à travers les méthodes qui ont fait le tour du monde, mais il y a aussi une autre forme de projection qui est la projection à travers des missions, des formateurs du CLA qui se déplacent dans différents pays pour participer à des projets. Et ces missions, on en fait pas mal quand même, on en fait plusieurs dizaines chaque année. Une partie de ces missions sont des missions de formation. Et une autre partie de ces missions sont ce qu'on appelle des missions d'expertise, c'est-à-dire que le CLA va participer à des projets qui peuvent être par exemple des projets pour travailler avec une université qui a besoin de refaire ses programmes de français, ou avec un institut français à l'étranger qui a besoin de former des équipes. C'est ce genre de choses. Là, en l'occurrence, en Tunisie, c'est un très gros projet auquel le CLA est associé et qui consiste à refaire entièrement les programmes de français d'une licence de pédagogie. Une licence de pédagogie, c'est la licence qui permet de former les professeurs des écoles de Tunisie. Et ces programmes, on les refait, mais on les refait pas nous dans notre coin, on les co-construit avec les acteurs. C'est-à-dire que on se déplace et on travaille de manière très méthodique avec les professeurs qui sont dans ces universités, qui enseignent dans ces licences de pédagogie. Est-ce qu'il y a d'autres pays avec lesquels vous travaillez particulièrement, ou vous avez des suivis de projets? Alors, on est présent un petit peu partout, mais on est très présent en Afrique. On est très présent aussi en Asie du Sud-Est. Actuellement, on organise des missions au Cambodge, on organise des missions aussi au Burundi, par exemple. En Mauritanie, on vient de terminer un gros projet aussi, au Mozambique. L'Afrique est un enjeu particulièrement important parce que c'est en très grande partie en Afrique que va se jouer l'avenir de la francophonie dans les décennies à venir. Actuellement, il y a environ 320 millions de francophones dans le monde. Et il y a des projections qui sont faites, qu'on peut lire dans la presse, qui disent que à l'horizon 2050-2060, il pourrait y avoir jusqu'à 750 millions de francophones. Et la plus grande partie de ces francophones, ils seront en Afrique. Alors ces projections, elles sont très optimistes. Pourquoi est-ce qu'elles sont très optimistes ? Parce que, en fait, dans la plupart de ces pays d'Afrique, le français n'est pas la langue maternelle. C'est une langue seconde qui est utilisée soit comme langue enseignée, soit comme langue d'enseignement. C'est une langue qui est très présente dans l'administration, dans la justice. C'est évidemment une langue qui est cruciale pour l'insertion professionnelle, mais c'est pas la langue maternelle. Ça veut dire que pour atteindre ce chiffre de 750 millions de francophones, eh bien, il va falloir venir en appui des systèmes éducatifs pour améliorer de manière très significative la scolarisation, mais aussi pour donc le chiffre, le nombre de personnes qui sont scolarisées, mais aussi pour améliorer peut-être aussi qualitativement les programmes de français. À travers ces missions, le CLA arrive à avoir une vision de ce qu'est la francophonie actuellement. Quelles sont les problématiques dans les différents pays ?
On arrive à voir aussi, je dirais, quelles sont les grandes dynamiques qui portent la langue française. Par exemple, j'en cite juste deux. Il y a une très forte dynamique depuis une vingtaine d'années autour de l'enseignement bilingue, c'est-à-dire enseigner des matières en français dans des écoles à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on essaye d'accompagner en termes de formation, pour former des professeurs de ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques, les maths, les sciences, l'histoire, etc. Et une autre grande dynamique qui, là aussi, existe depuis une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle l'enseignement précoce des langues étrangères, c'est-à-dire l'enseignement du français au niveau de l'école élémentaire, qui s'est beaucoup développé, notamment dans les pays développés, notamment dans les pays européens, puisqu'il y a une présence effectivement de l'enseignement des langues dès le primaire. En France aussi, ça s'est beaucoup développé. Et l'une des problématiques, c'est que cet enseignement, il est souvent fait par des professeurs qui sont non spécialistes. Les professeurs des écoles, ils enseignent toutes les disciplines, ils sont pas du tout spécialistes de l'enseignement du français, donc il faut aussi pouvoir les former. Voilà. L'enseignement bilingue, il me semble qu'il y avait beaucoup d'écoles bilingues dans les pays de l'Est, Roumanie, Bulgarie, que c'était assez développé dans cette partie de l'Europe. Est-ce qu'il y a d'autres... bon, peut-être si, il y a d'autres pays, bien sûr, l'Espagne, l'Allemagne, puisqu'il y a en Allemagne, il y a un double diplôme pour le bac, un diplôme bilingue. Donc, je pense que c'est aussi développé dans ces pays de l'Europe occidentale. Alors tout à fait, il y a des doubles certifications qui permettent de donner une suite, de donner une fin à ces études qui se font à cheval entre deux langues. Il y a toute une tradition d'enseignement bilingue aussi dans le pourtour méditerranéen, dans ce qu'on appelle le Levant, donc la Turquie, Israël, la Palestine, le Liban, l'Égypte. Et là, c'est une tradition très très ancienne. Et puis, il y a des pays où tout reste à construire. Et il faut savoir que le ministère des Affaires étrangères a créé même un label qui s'appelle le label France Éducation pour labelliser en termes de qualité toutes ces filières bilingues. Actuellement, par exemple, on est en train de travailler avec le Brésil, où il y a pour l'instant très très peu de filières bilingues, mais où il y a la perspective d'en développer plusieurs dizaines dans les années à venir. Et donc là aussi, le CLA intervient en termes de formation à travers des missions pour former les profs brésiliens. Bonjour, je m'appelle Javad Afshar, je viens d'Afghanistan, je suis master en informatique. Je suis au CLA pour apprendre la langue française, pour commencer à travailler dans ce domaine en France pour créer mon entreprise ici. Bonjour, je m'appelle Katerina, je viens d'Ukraine et je viens au CLA pour apprendre le français. En France, je suis depuis 3 ans et j'apprends le français depuis 2 ans et demi. Et mon projet futur, je pense que je vais ouvrir l'entreprise en domaine cuisine et pâtissière. Là, nous venons d'entendre Jawad et Katarina. Ils sont stagiaires. Qui sont-ils ? Jawad et Katarina. Jawad, il est afghan. Katarina, elle vient d'Ukraine. Et ce sont 2 étudiants du CLA qui font partie de ce qu'on appelle le programme d'accueil et d'accompagnement des étudiants migrants de l'université. Il faut savoir que depuis 2016, il y a un programme d'accueil et d'accompagnement des migrants à l'université. Depuis 2019, la gestion de ce programme a été confiée au CLA. Et dans le cadre de ce programme, on accorde des gratuités, des exonérations pour des cours de français pour des personnes qui sont en situation d'exil et qui ont un projet universitaire. Et au-delà des cours de français, qui peuvent durer jusqu'à 4 semestres, jusqu'à 2 ans, au-delà de ces cours de français, on essaye de les aider à construire un projet personnel, un projet d'inclusion à l'université ou un projet d'insertion professionnelle un petit peu plus direct, parce que tous les profils sont différents. Et ce projet, il met beaucoup de temps à se mettre en place, parce que quand vous arrivez
de l'étranger, que vous fuyez quelque chose, que vous arrivez avec un parcours de vie qui est un peu cabossé, il faut aussi du temps pour retrouver des repères et puis pour comprendre ce qui va être possible et ce qui ne va pas être possible. Voilà. Et donc nous, on essaye d'être là avec les services de l'université à chaque étape de cette réflexion personnelle pour les aider à se remettre en selle. Donc là, nous venons d'entendre un étudiant migrant afghan et une étudiante ukrainienne. Mais est-ce qu'il y a des étudiants d'autres nationalités que vous recevez dans le cadre de ce programme ? Oui, bien sûr. Effectivement, Afghanistan, Ukraine, Iran, le Soudan aussi, où il y a une guerre terrible depuis quelques années, la Syrie, bien entendu. En fait, tous les lieux où il y a des soubresauts, des secousses, des guerres civiles, des guerres, on retrouve un petit peu cette idée que tu as déjà évoquée du CLA comme chambre d'écho de tout ce qui se passe dans le monde. Tout cela finit par arriver vers la France, vers Besançon. Et il faut qu'on construise des dispositifs d'accueil et d'accompagnement pour ces étudiants. Voilà, ça a toujours été ça l'histoire du CLA. Le CLA n'est pas coupé du monde. Le CLA, quand tu parlais la dernière fois des étudiants qui arrivaient de Hongrie, c'est un petit peu la même logique, la même histoire qui se répète. Carlos, d'ailleurs, je crois que on a un souvenir commun d'une situation un peu délicate. On était en 2011 et j'étais à l'époque directeur adjoint du CLA, et en 2011 il y a eu ce qu'on a appelé les printemps arabes et il y a eu la révolution libyenne. Et il faut savoir qu'à l'époque de la révolution libyenne, il y avait au CLA un groupe très important de Libyens d'étudiants libyens qui étaient là avec leurs familles, avec leurs enfants. Et il s'est passé quelque chose d'un petit peu inquiétant, c'est-à-dire que le groupe s'est cassé en deux. Il y avait une partie du groupe qui était, loyale au dictateur Kadhafi, parce que, souvent, ils avaient eu leur bourse pour venir en France, parce que leur famille était proche du régime. Et puis, il y avait des étudiants qui étaient proches des révolutionnaires, des contestataires. Et donc, il y a eu de la tension, il a fallu qu'on fasse beaucoup de médiation, qu'on les réunisse. On leur a expliqué, effectivement, que on comprenait leur inquiétude, parce que l'inquiétude, elle était des deux côtés. Des deux côtés, on était sans nouvelles d'un proche, d'un membre de la famille. Des deux côtés, on ne savait pas comment ces événements allaient se terminer. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on ressent quand on est loin de son pays et qu'il s'y passe des choses, c'est une forme de culpabilité. Donc nous, on a essayé aussi de les rassurer par rapport à ça, de leur dire qu'ils étaient loin de leur pays, mais que malgré tout, par leur présence à Besançon, ils étaient aussi des acteurs de cette histoire, et ils étaient aussi des acteurs de ce qui allait se passer dans les mois et dans les années qui allaient suivre. Quelques temps après, on organisait un événement à Besançon que les Bisontins connaissent bien, qui est le Tour du Monde en 80 plats. Et donc le Tour du Monde en 80 plats, je dis juste en quelques mots en quoi ça consiste. C'est les étudiants internationaux de Besançon qui organisent chaque année au printemps au Cursal des dégustations de plats de leur pays qu'ils ont en général préparés dans des cuisines que les Bisontins leur prêtent. Et puis en même temps, il y a aussi des activités, des présentations culturelles, des spectacles, de la musique, de la danse, etc. On avait prévu qu'il y ait, on était en 2011, on avait prévu qu'il y ait un stand libyen. Et jusqu'au dernier moment, j'étais un petit peu dans cette angoisse de savoir quel serait le drapeau libyen qui serait mis sur le stand de la Libye. Je ne savais pas si ça serait le drapeau de la Libye kadhafiste ou le drapeau révolutionnaire. Et puis au dernier moment, on a découvert avec pas mal de soulagement quand même que c'était le drapeau de la nouvelle Libye, le drapeau de la Libye révolutionnaire qui avait été mis. Voilà. Donc ce sont des petites histoires, des petits événements qui montrent à quel point on est en résonance avec des événements qui se produisent parfois à l'autre bout du monde, et que ces événements, ils ont des répercussions jusque dans nos vies. Moi, il y a une question que je voudrais te poser, c'est comment tu vois l'avenir et qu'est-ce qui va se développer dans les années qui viennent au niveau du CLA ? Dans cette histoire qu'on vient de raconter, qui commence en 1958, on remarque que le CLA a toujours été un petit peu en avant-garde dans la réflexion sur l'enseignement des langues, et il n'y a aucune raison que ça change. C'est-à-dire que au CLA, on est vraiment à l'affût, on essaye d'être en réflexion par rapport à toutes les évolutions.
qui affectent le métier d'enseignant de langue, d'enseignant de français. On parle actuellement beaucoup du numérique et c'est vrai que, par exemple, l'expérience de la crise sanitaire, elle nous a amené à beaucoup réfléchir et à trouver d'autres modalités d'intervention qui sont des modalités hybrides, associant le cours dans la classe et puis un travail à distance. Ça, c'était quelque chose qu'on a suivi très très attentivement et puis on a essayé de s'adapter. Actuellement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est vrai que c'est peut-être une nouvelle frontière qu'il faut qu'on explore, mais qu'il faut qu'on explore, je dirais, méthodiquement et de manière très très rationnelle, en évitant peut-être de tomber dans les discours catastrophistes qui nous annoncent que c'est la fin de l'enseignement, que c'est la fin des enseignants, que les IA vont se substituer à nous. Non, moi je vois pas du tout les choses comme ça. Moi je pense que ces outils vont nous permettre de retrouver du temps pour autre chose. Et ce temps, il faudra le valoriser. Il faudra en faire quelque chose qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Du temps pour nos étudiants, par exemple. Actuellement, la grande chance du CLA, c'est que, en fait, on est un peu un écosystème où on a à la fois des cours de français, on a aussi un master de français langue étrangère, donc on est un petit peu à toutes les étapes. Ces cours de français, ils nous permettent de tester des choses. Ils nous permettent de tester des outils de l'IA pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Et ces expériences, ensuite, on va les retrouver dans les formations qu'on propose pour les enseignants qui viennent du monde entier. Voilà. Donc c'est cette espèce de cercle vertueux qu'on essaye d'entretenir. Effectivement, continuer à être aux aguets de ce que la technologie nous apporte, de ce que le monde nous offre, et puis rester fidèle aussi à des valeurs et à une conception de l'enseignement qui a toujours été constante dans l'histoire du CLA. Au CLA, on a une vision de l'enseignant comme étant un enseignant expert, un enseignement qui est outillé. On part toujours du constat que l'enseignant est toujours le meilleur expert de son terrain, de ses élèves, c'est lui qui les connaît, il les connaît mieux que les auteurs de méthodes, par exemple. Simplement, il a besoin d'être outillé pour être capable, effectivement, de concevoir des produits, des supports qui sont adaptés à ses élèves. Donc, on est toujours dans cette vision du métier d'enseignant, qui est une vision, je dirais, assez ambitieuse. Donc, c'est à la fois de la formation directe, de l'expérimentation, de la formation d'enseignants. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est d'être capable de faire tout ça en même temps et de mettre en relation les différents éléments, la recherche, l'expérimentation et la formation. Il me semble qu'en juillet, Besançon va être la capitale du monde. Alors oui, on peut dire ça. Enfin, en tout cas, la capitale du monde des profs de français, puisque le CLA va accueillir un très très grand événement qui est le Congrès mondial des professeurs de français, qui est organisé par une fédération, la Fédération internationale des professeurs de français, qui regroupe toutes les associations nationales. Et ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir en juillet à Besançon, pendant une semaine, plus de 1500 profs de français qui viennent de tous les continents et qui vont se retrouver, se réunir. Donc il y aura des ateliers, il y aura des conférences. C'est un énorme événement et un événement qui montre que Besançon est un lieu spécial. C'est un lieu spécial quand vous voyagez à l'étranger, que vous allez dans des écoles, dans des universités, vous parlez avec des profs de français. Il y a 9 chances sur 10 pour que vous tombiez sur quelqu'un qui a fait un stage à Besançon, qui a fait un stage au CLA ou qui a étudié le français à l'université. Donc ça, cette place très très centrale de Besançon, c'est toujours très très vivant dans l'esprit des collègues partout dans le monde et finalement c'est pas un hasard que ce congrès il ait lieu à Besançon et c'est pas un hasard non plus que le CLA ne soit pas très très loin de tout ça. Voilà. Et j'espère que ce sera une réussite. On y travaille tous, on y travaille depuis longtemps. C'est un peu nos Jeux Olympiques. Le CLA, une aventure byzantine. Un podcast coproduit par Radio Campus Besançon et le CLA, le Centre de linguistique appliquée de l'Université Marie et Louis Pasteur.